Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur la RTS, 20h, le journal. Voici les titres. Île Maurice, Sénégal, de nouveaux partenariats en vue. Le Premier ministre adjoint de ce pays de l'océan Indien est à Dakar pour un renforcement de la coopération. Il a été reçu par le président Macky Sall avant de visiter le port urbain de Diamniadio et l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Et puis ce soir, coup de projecteur sur le travail de ces ambulants, pas comme les autres avec des chariots. Ils vendent des pièces détachées pour automobiles dans les rues de Dakar. Ils se sont fait une place au soleil. C'est le reportage du jour à suivre dans cette édition. La Banque islamique de développement dans le PSE, c'est déjà 850 milliards dans l'escarcelle. Ce soir, dans la rubrique économie, nous ouvrons le portefeuille des projets en le Sénégal et la BID après plus de 4 décennies de coopération. Couleur du Sénégal, la série se poursuit ce soir. 2 lieux de culte sont à la une des plus anciennes mosquées du Fouta, Kobilo, et la grande mosquée de Diourbel, passage obligé avant de rallier la ville sainte de Touba. L'édifice garde encore ses secrets et a été construit sous la supervision de Cheikh Ahmadou Bamba. Bienvenue à tous. Le président de la République a reçu cet après-midi en audience le Premier ministre adjoint de l'île Maurice, Charles Gaëtan Xavier Luc Duval, aussi en charge le tourisme et les communications extérieures. Il a conduit une délégation pour renforcer les liens économiques entre le Sénégal et l'île Maurice et booster également les échanges entre les secteurs privés des deux pays. La création d'une liaison aérienne directe entre l'île Maurice et l'Afrique de l'Ouest est aussi envisagée. Voici le Premier ministre adjoint à sa sortie d'audience. Je suis ici avec une délégation du gouvernement mauricien. Le but principal est de renforcer les relations entre les deux pays, les relations d'amitié, les relations historiques et bien sûr les liens économiques. Et nous avons plusieurs sujets de discussion qui progressent très bien, particulièrement la coopération économique au niveau de la zone économique spéciale. Et nous voulons là que les entreprises mauriciennes et le secteur privé du Sénégal, le gouvernement sénégalais puissent collaborer à ce que ce soit vraiment se développe aussi rapidement que possible. Et nous pensons qu'il y a d'énormes possibilités dans ce secteur-là. Je suis aussi responsable du tourisme. Et le pays est très beau et j'espère donc pouvoir encourager mes compatriotes à non seulement venir ici en vacances, mais aussi, pourquoi pas, investir dans ce secteur et aider à son développement. Nous espérons là encourager les entreprises de textile, par exemple, mauriciens, qui voudraient s'implanter ici pour exporter chez l'Europe, la région et l'Amérique. Donc là, c'est un dossier, un vrai dossier que nous pouvons travailler. Mais il y a aussi d'autres façons de collaborer. Nous avons développé une certaine connaissance dans les centres d'appel, par exemple. Et là, il y a une possibilité. Ça emploie beaucoup de gens dans des conditions qui sont excellentes. Et pourquoi pas donc encourager aussi les centres d'appel mauriciens à s'implanter ici. Mais comme ça, il y a beaucoup d'autres exemples. Le grand problème reste la connectivité. Et surtout la connectivité aérienne. Et là, bien sûr, à Maurice, nous pensons qu'il est temps que nous ayons une connexion directe entre chez nous, l'île Maurice, et l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous cherchons, bien sûr, et nous espérons un jour pouvoir encourager les transporteurs aériens à créer cette liaison. Le vice-premier ministre mauricien au Sénégal, donc, pour explorer les possibilités de partenariat avec notre pays. Il s'est rendu au pôle urbain de Diamniadio et à l'aéroport international Blaise Diagne. Xavier Luc Duval s'est dit émerveillé par la qualité des infrastructures dans ces zones économiques. Les pourparlers avec l'île Maurice avaient démarré il y a plus d'1 an pour inviter ce pays à investir au niveau du pôle urbain de Diamniadio. Aujourd'hui, le vice-ministre mauricien est venu constater de visu les possibilités de partenariat avec le Sénégal. Je tiens à féliciter le gouvernement pour tout ce qui est fait ici, pour la conception, la vision, mais aussi la qualité des travaux. Moi, j'ai aucun doute que cette nouvelle ville qui est en devenir sera un grand succès et qu'elle amènera toute la prospérité et développement que Dakar souhaite. En tout cas, l'île Maurice est prête pour collaborer à tous les niveaux pour la réalisation de ce projet, dépendant bien sûr de la volonté du gouvernement du Sénégal. Sur fonds propres, l'État a déjà réalisé la première phase de ce parc industriel de Diamniadio et il attend d'autres investissements privés. Les 4 hangars industriels sont finis, il reste juste aujourd'hui à ce qu'on finisse les aménagements de parking pour ouvrir en tout cas ce projet aux industries. Et certainement au mois de septembre, on va
faire passer la nouvelle loi sur les zones économiques spéciales pour que les investisseurs privés qui doivent venir puissent avoir une idée exacte du package qui les attend. Déjà, je dois vous dire que nous avons aujourd'hui une vingtaine de demandes d'entreprises étrangères et d'entreprises locales qui veulent être sur ce parc industriel. Autre étape de cette visite du vice-premier ministre mauricien, l'aéroport international Blaise Diagne. Il s'est dit émerveillé par la qualité des travaux dans ces zones économiques à devenir. 39 des meilleurs élèves des lycées de Dakar et de Thiès vont poursuivre leurs études en France. La cérémonie de signature des contrats d'engagement a eu lieu cet après-midi sous la présence effective du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Fatou Diouf. Sur 136 demandes de bourse à l'étranger, 39 ont été retenus. Ils sont donc les meilleurs élèves des établissements scolaires du Sénégal, avec des moyennes de 17, mention très bien ou bien au baccalauréat, une distinction au concours général, un sacre qui mérite d'être primé. Cette bourse, c'est comme une récompense. C'est aussi un honneur pour nos parents et ça nous donne de l'ambition. Ça nous donne de l'abnégation pour qu'on puisse avoir de l'abnégation, étudier et revenir dans notre pays pour investir, pour que le Sénégal puisse devenir un pays émergent. C'est une bonne initiative, je suis très content du gouvernement parce qu'il doit aider les élèves, les encourager et les mettre dans de bonnes conditions pour pouvoir espérer à l'avenir que le Sénégal se développe. Parmi ces 39 récipiendaires, 7 proviennent de la diaspora. Ils vont ainsi continuer leurs études dans les meilleurs établissements en France. Ils sont invités à s'armer de courage et d'abnégation afin de réussir leur cursus scolaire. Chers récipiendaires, je vous prie de recevoir mes chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux ardents d'une poursuite réussie de vos études. Au cours de vos années de scolarité accomplies, vous avez dû nourrir beaucoup d'ambition, ce qui vous a sans nul doute donné la volonté de franchir toutes ces étapes en faisant preuve d'esprit de sacrifice. Je vous exhorte à plus d'abnégation, de courage pour surmonter tous les obstacles qui se dresseront sur votre chemin. Votre parcours et vos résultats sont exemplaires. Vous méritez d'être célébrés. À ces félicitations, j'associe vos parents, vos familles et vos professeurs. Devant amis, parents et autorités, les récipiendaires ont signé le contrat d'engagement, d'un retour au bercail après les études pour participer au développement socio-économique du pays. C'est donc l'édition 2016-2017 des bourses d'excellence. 8 fermes du Papège ont été inaugurées ce mois par le ministère de la Jeunesse. Des centaines de millions d'investissements et des opportunités pour beaucoup de jeunes qui ne s'aventurent plus à prendre l'océan pour rallier l'Europe, comme ce fut le cas à Sarébidi et Djanaba. Ibrahim Mandonga. Les fermes vitrines se dévoilent de plus en plus. Depuis le début de la caravane de cette édition, 8 fermes du Papège ont été inaugurées, comme ici à Sarebo-Carcelou, dans la commune de Sarébidi. Une promesse du chef de l'État, aujourd'hui concrétisée. On accueille très bien cette ferme et tout ce que le Papège est en train de faire dans la zone. Parce qu'il n'y a pas un an de cela, un des villages juste derrière ici, on a perdu un jeune de moins de 20 ans en Libye, qui est décédé dans l'océan en voulant traverser pour aller en Italie. Donc c'est le énième jeune qu'on a perdu sur la route de l'aventure. Et aujourd'hui, je crois qu'avec ces aménagements, on pourra effectivement retenir ces jeunes-là. La fiche synoptique renseigne à suffisance sur la nature de la ferme. Nous avons investi 60 millions de francs CFA. Actuellement, nous avons sélectionné 20 bénéficiaires qui font 12 jeunes et 8 femmes qui vont cultiver durant toute l'année. Donc l'objectif, c'est de leur donner un emploi durable et décent. Et ils pourront tirer un revenu mensuel de 100 000 francs chacun. Une délibération de 12 hectares a été faite par les autorités locales, mais pour un début, seuls les 7 hectares sont pour le moment exploités. Vraiment, nous sommes très contents de cette ferme-là parce qu'on a vu beaucoup de choses qu'on n'a jamais vues et on a vraiment
on est très avancé dans cette ferme-là. Parce qu'on a eu des jeunes qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on devrait faire. Mais actuellement, on est en train de travailler et on est en train de faire beaucoup de boulot dans cette ferme. Je rappelle que tout ceci rentre dans le cadre du package que le président de la République avait promis à la région de Kolda durant le Conseil des ministres décentralisé. Chaque ministère avait sa part de réalisation. Nous, en ce qui nous concernait, le président s'était engagé à ce que le PAPEJ effectue des investissements ici et soutienne les jeunes à travers des financements propres et des réalisations de fermes. À Djanaba, dans la région de Sédhiou, le ministre de la Jeunesse est aussi venu pour le même exercice, encore inauguré. Nous remercions ce projet, le projet du chef de l'État, et dans son plan Sénégal émergent. Et nous avons beaucoup applaudi lorsque Djanaba a vraiment bénéficié de cette ferme agricole de 12 hectares. Mais comme nous sommes ambitieux, la commune quand même a délibéré 25 hectares. Bravo. Nous aurions souhaité quand même que tous ces 25 hectares soient bien emblavés. Et hormis cette ferme agricole, nous souhaiterons encore avoir une ferme avicole. C'est une ferme agricole de 12 hectares qui emploie 40 jeunes qui vont gagner durablement leur vie ici à moins de 150 000 francs de revenus mensuels. Grâce à ces réalisations, beaucoup de jeunes seront fixés dans leur localité et gagner leur vie. La situation des jeunes était très difficile parce que nous, dans notre population, on a perdu beaucoup de jeunes sur la voie de l'immigration. Parce que d'autres qui s'enfoncent dans la mer, ils ne reviennent pas, on ne les voit jamais. Depuis qu'on a eu la ferme ici, depuis que l'État a créé des projets pour l'insertion des jeunes, vraiment ça a beaucoup sauvé les jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui avaient l'ambition de quitter et partir, mais depuis qu'on les a pris ici, vraiment ils ont l'esprit tranquille. Dans cette commune, le financement des jeunes est aussi une réalité. Le jeune Moussa Konté en est la parfaite illustration. Il a reçu 4 700 000 francs du PAPEJ pour son projet. J'étais à l'université, mais j'ai nécessaire de revenir dans mon terroir pour vraiment investir sur l'agriculture et faire de l'embauche bovine. Donc cette embauche bovine, pourquoi je le fais? J'ai cru à l'ANPEJ, j'ai cru au PAPEJ, j'ai cru à mon ministre, le ministre de la Jeunesse, Mambagnan. Donc j'ai cru au projet de Macky Sall, au projet, n'est-ce pas, du développement de Macky Sall. J'ai cru au plan, n'est-ce pas, au plan Sénégal émergent, raison pour laquelle je me suis dit, donc je m'investis sur l'agriculture. Pourquoi? Parce que Macky est en train d'investir, Macky est en train de faire des actes, n'est-ce pas, républicains dans le terroir, raison pour laquelle j'ai dit je vais faire de l'embauche bovine dans mon terroir. À l'image de Moussa Konté, d'autres jeunes ont aussi reçu leur financement. Pendant ce temps, les inaugurations des fermes se poursuivent au profit des jeunes de la localité. Les ateliers de partage du document de politique foncière organisés par la Commission nationale de réforme foncière ont été bouclés ce jeudi par une rencontre avec la société civile. Pour les acteurs, ce document devrait permettre de trouver des solutions aux problèmes liés au foncier, à la sécurisation des exploitations familiales, entre autres. Aminata Mbengfal. Pour cette dernière rencontre de partage du document de politique foncière, la société civile était à l'honneur. La Commission nationale de réforme foncière a échangé avec les acteurs, l'objectif étant de trouver un consensus sur une nouvelle politique foncière adaptée aux exigences actuelles. La meilleure garantie, c'est de faire participer les citoyens sénégalais. Il y a en eux un jugement de compétences, de bon sens, de valeur qu'il faut. Et la société civile, ce sont des gens qui travaillent depuis plus de 50 ans sur ces questions. Donc on ne peut pas faire l'impasse sur leur expérience. On a intégré ça. Les animateurs fonciers qui ont travaillé avec nous pour contribuer à donner la conscience foncière aux masses, ce sont la société civile qui nous les a donnés. Donc, et nous ne l'avons pas regretté. Parce que maintenant, vous pouvez discuter avec n'importe quel paysan, il vous dira, voilà, permis d'habiter, bail, etc. Il manipule ces concepts. Et ça, c'est important. Pour les acteurs de la société civile, ce document doit non seulement apporter des solutions aux conflits liés au foncier, mais également garantir la sécurité des exploitations familiales. Nos attentes, c'est effectivement que ce document soit un document phare
dans le cadre et qui sous-tendra la politique économique du Sénégal. Et je crois que déjà les prémices sont là, les éléments sont là dans le premier draft que nous avons. En tout cas, le troisième draft. Et l'autre aspect, ce que nous attendons de ce document, c'est que ça soit un document de conciliation, de résolution des conflits sociaux qui sont issus des problèmes fonciers du Sénégal. On veut aussi que ce document aille vraiment vers la sécurisation des exploitations familiales, vers un objectif précis, assurer la souveraineté alimentaire de ce pays-là. Ce document-là ne permet pas une marchandisation des terres, comme le président l'a dit, qu'on ne se retrouve pas au même cas qu'au Zimbabwe. Donc si le document arrive à respecter ces normes, ça veut dire qu'aujourd'hui l'agriculture pourra servir de levier pour notre développement. Au terme de cet atelier, des recommandations seront formulées par les acteurs de la société civile et le document final sera soumis au président de la République pour validation. Les populations de Han toujours sous le choc après le rappel à Dieu de 9 jeunes. Les condoléances se poursuivent et c'est le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance qui a effectué le déplacement auprès des 7 familles des victimes. Au-delà des prières formulées, le ministre a exprimé sa compassion et apporté le soutien de l'État à Bassaoua. À Anne Ferraille et à Anne Marigot, les familles sont toujours sous le choc après la disparition en mer de 9 jeunes. Une douleur que les familles ont partagée avec le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, qui, en effectuant ce déplacement, est venu formuler des prières pour ses victimes. C'est dans cet élan de solidarité que son Excellence, le Président de la République, nous a demandé, à travers le Premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dionne, de venir auprès des familles, de leur manifester cette compassion, que nous partageons cette douleur, mais venir auprès d'eux pour apporter notre appui, tant soit peu, symbolique qu'il soit, pour leur dire que nous partageons encore une fois ce malheur et nous les appuyons modestement pour qu'ils puissent prendre en charge tous les besoins nécessaires. Des familles touchées par la perte réconfortées par le déplacement du ministre et sa délégation, ils ne sont pas venus les mains vides à ces différentes rencontres. Des enveloppes allant de 500 à 1 million de francs CFA ont été remises aux familles. Donc c'est ça qui nous a amenés à Anne Ferraille, visiter les familles Bas d'abord, où il y a 2 frères, et la famille Diop. Ensuite, nous nous sommes rendus à Anne Marigot, visiter la famille Lach, et à Anne Pêcheur, visiter la famille Tambédou, la famille Ndiaye et la famille Fall. Vraiment, nous partageons cette douleur et nous prions pour que le bon Dieu les accueille en son paradis. Des prières ont été formulées partout avant de quitter cette zone de pêcheurs. Le ministre n'a pas manqué de sensibiliser ses familles sur les drames de la mer. Combien sont-elles les associations de personnes âgées au Sénégal? Quel est le profil des membres? Et quelles activités sont menées dans ces différents regroupements? Ce sont là quelques-unes des questions prises en compte dans une étude diagnostique commanditée par la Direction générale de l'action sociale du ministère de la Santé. L'urgence est d'arriver à un cadre consensuel de représentation des personnes âgées. C'est ce qui ressort d'un atelier de partage de 2 jours qui vient de s'achever à Rufisque. Oumar Tchaoua. Participer autant que possible aux activités de la vie de tous les jours est essentiel aux personnes âgées et contribue à améliorer leur santé ainsi que leur bien-être. Les associations de personnes du 3e âge sont nombreuses au Sénégal, mais toutes ne parlent pas le même langage. C'est un atelier de partage des résultats de l'étude qui porte donc sur le diagnostic des organisations des personnes âgées. Ça a été le vœu de toutes les associations ici rassemblées de s'unir et de parler d'une seule voix pour mener leurs actions, leurs programmes, afin d'accompagner les initiatives des collectivités locales et du gouvernement dans le sens du développement. La quête du développement ne saurait être l'apanage de seulement quelques générations. Comment espérer réussir à rehausser l'armature morale de nos concitoyens sans mettre à contribution nos aînés, eux qui, en principe, ont un parcours plus long
et sont donc nantis d'un capital expérience plus consistant. Bonne question, dont la réponse coule de source. Les personnes âgées sont des énergies vivantes qui ont blanchi sous le harnais et dont l'expérience peut toujours servir dans un contexte d'allongement de l'espérance de vie. Entre 2015 et 2050, la proportion des 60 ans et plus dans la population mondiale va presque doubler. En 2050, 80% des personnes âgées vivront dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires comme le Sénégal. 2050 paraît assez loin, mais c'est maintenant qu'il faut poser le bon diagnostic sur les organisations des personnes âgées. La finalité de l'étude, c'est quand même de pouvoir trouver un cadre consensuel dans lequel nous pourrons, nous, Direction générale de l'action sociale, mais aussi tous les autres acteurs qui travaillent dans le cadre de la promotion et la protection des personnes âgées, puissent aussi travailler dans ce cadre. L'étude partagée avec les acteurs de l'action sociale est pleine d'enseignements sur les organisations de seniors au Sénégal, sur le profil des membres et leurs activités. Après échange, un cadre consensuel de la représentation des personnes âgées est attendu. Le khalife général des Mourides est à Dakar pour remettre des titres de voyage et prier pour les pèlerins en route pour les lieux saints de l'islam. Le président de la République lui a rendu visite cet après-midi accompagné du Premier ministre et d'une forte délégation gouvernementale. Le président Macky Sall a sollicité les prières de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké pour un bon hivernage et une paix durable. L'occasion a été aussi saisie pour le chef de l'État de revenir sur les grands chantiers comme Ila Touba, dont les travaux sont bien avancés à Aboubakry Kane. Une visite de courtoisie au khalife général des Mourides à sa résidence des HLM. À l'accueil du président de la République, le porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. Le président Macky Sall est aussi venu remercier Serigne Sidi Mokhtar Mbacké pour les prières constantes à son endroit et pour une paix durable. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour faire le point de la situation des grands chantiers comme l'autoroute Ila Touba pour un financement de 416 milliards de francs CFA. Le président avait aussi pris sur lui l'engagement de réaliser les travaux routiers, l'assainissement et l'éclairage public de la mosquée Massalikul Jinan pour un coût de plus de 8 milliards de francs CFA et les travaux sont en phase finale. Le projet de construction d'un hôpital à Touba a aussi été abordé. En somme, le président Macky Sall a réaffirmé sa ferme volonté de poursuivre ses engagements en vue de réaliser des infrastructures structurantes dans la ville sainte et d'accompagner les projets sociaux du khalife. Au nom de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, Serigne Bassirou Abdou Khadre s'est félicité du déplacement du chef de l'État. La visite de courtoisie du président Macky Sall au khalife est également considérée comme un renouvellement de son allégeance. Le porte-parole est ainsi longuement revenu sur les enseignements de Khadimou Rassoul, le fondateur du mouridisme, qui a toujours et en tout temps œuvré pour l'unité des musulmans et les bonnes relations entre les différentes tariqas. Une démarche de cohésion sociale que s'évertue à perpétuer Serigne Sidi Mokhtar Mbacké pour conduire les fidèles sur le droit chemin. Les efforts constants du président de la République à l'endroit de la communauté mouride et de toutes les couches sociales ont été salués par le khalife par la voix de son porte-parole. Son soutien au monde rural et aux cultivateurs tout aussi. Le khalife a par la suite formulé des prières pour le président Macky Sall dans son ambition de développer le Sénégal. Prière pour un bon hivernage, une sécurité et une paix gage d'un environnement favorable à l'émergence. Le tête-à-tête entre le khalife général et le chef de l'État a été l'acte final d'une visite de courtoisie que plusieurs talibés mourides n'ont pas voulu rater. Une façon pour eux de manifester leur adhésion à la démarche du président Macky Sall.
Notre reportage du jour s'invite dans l'univers de ces ambulants vendeurs de pièces détachées pour automobilistes. Avec leur chariot, ils proposent toutes sortes d'accessoires et offrent parfois la main-d'œuvre, ce qui fait l'affaire des automobilistes. Oumou Baldé a voulu savoir un peu plus sur l'origine et les motivations de ce commerce au chariot. En plus des ambulants qui proposent des produits en tout genre, ce nouveau type de vendeur à la sauvette partage la chaussée avec les automobilistes. Justement, ces derniers constituent leur cible. Ces vendeurs de pièces détachées et d'accessoires pour véhicules vont vers leurs clients avec le maximum de produits, grâce à une trouvaille, le chariot. Je propose toutes sortes d'accessoires, des essuie-glaces, des papiers pour vitres teintées, des désodorisants et autres. Des produits que j'achète au crédit foncier. Je fais le tour de beaucoup de quartiers comme Point-E et Fass. J'ai l'habitude d'acheter leurs articles. Ils vendent divers produits dont on a toujours besoin. Au-delà des pièces et accessoires qu'ils achètent, sans avoir à se déplacer, les clients profitent parfois de la main-d'œuvre. Je trouve que c'est pratique, puisqu'ils te vendent le produit et l'installent pour toi. Ça revient moins cher par rapport au magasin. En plus, c'est des accessoires de qualité. Du point de vue qualité, les clients disent ne pas avoir de doute, puisque ces vendeurs, pour la plupart des étrangers, se ravitaillent dans des magasins reconnus. J'achète leurs produits pour les soutenir parce qu'ils souffrent avec les chargements très lourds, car ils font le tour des quartiers. Ils poussent, ils s'installent et installent parfois pour leurs clients. Ainsi va le quotidien de ces marchands de pièces détachées au chariot qui font partie désormais du décor des artères de Dakar. Le programme intégré renforcé du ministère du Commerce a doté les producteurs d'équipements et de matériel phytosanitaire. Ces outils devraient permettre aux producteurs d'avoir des mangues de qualité qui peuvent être exportés partout dans le monde. Kaltom Gueye. Pour atteindre l'objectif de 36 000 tonnes d'exportation de la mangue par an, des mesures d'accompagnement sont plus que nécessaires. Elles passent forcément par l'éradication de la mouche des fruits. À Ziguinchor, la lutte s'intensifie. Un important lot de matériel a été remis aux producteurs. C'est constitué de produits de lutte phytosanitaire qui sont de deux types. C'est le malatrape et le Success Apart. Le malatrape est utilisé dans le cadre des pièges artisanaux. C'est ce qui permet d'attirer les mouches et de les tuer dans les pièges. Le Success Apart est utilisé dans des pulvérisateurs. Ils sont pulvérisés autour des arbres, ce qui permet de protéger les arbres. Il y a également des équipements, des combinaisons de protection qui sont mis à la disposition des acteurs. Ceci va améliorer la qualité de la production de mangue. Cette filière dispose d'un potentiel énorme sur le marché étranger si ce fléau est maîtrisé. La mouche des fruits fait que notre compétitivité souffre beaucoup au niveau international. Et vous savez qu'au niveau international, quand un produit n'est pas de qualité, non seulement ce produit, c'est tous les autres produits, même en provenance du pays producteur, qui sont un peu d'une certaine façon jugés suspects. Ces produits et équipements viennent à temps et ce n'est qu'un début. Ce premier lot n'est qu'un jet, donc on va distribuer au niveau de la région. Mais ce qui est sûr et certain, tout le stock acheté dans le cadre du programme qui tourne autour de 20 millions, donc sera disponible et distribué la saison prochaine avant le démarrage de la campagne de commercialisation de la mangue. Les producteurs de la région saluent l'initiative. Ce matériel-là est utile pour nous, pour améliorer la qualité de notre mangue, pour lutter contre cette mouche-là qui est en train vraiment de nous gangréner dans le développement. Depuis l'organisation d'un CRD sur la filière mangue, les initiatives se multiplient. Ceci s'est matérialisé par des activités, n'est-ce pas, de formation, par des dons de matériel comme nous sommes en train de le vivre présentement et d'autres actions, n'est-ce pas, très positives que nous saluons au niveau régional. Le but recherché est de pouvoir vendre la mangue sénégalaise partout dans le monde et pour ce faire, le défi à relever, c'est l'élimination de ces ravageurs.
Face à la rareté des ressources sur les marchés financiers, la coopération multilatérale est une des solutions pour lever des fonds avec des conditions préférentielles. C'est dans ce cadre que s'inscrit la coopération entre le Sénégal et la Banque islamique de développement, BID. Membre de cette institution financière depuis 1976, notre pays a bénéficié de près de 1500 milliards de nos francs en 4 décennies. La BID est à plus de 850 milliards de francs CFA pour le financement du PSE. La rubrique économie du jeudi passe en revue le portefeuille des projets entre le Sénégal et la BID. Daraba. Le montant global des financements de la BID au Sénégal s'élève aujourd'hui à 2,4 milliards de dollars, environ 1400 milliards de francs CFA. Ça, c'est au cours d'une période de 40 ans. C'est dire que le Sénégal et le groupe de la Banque islamique de développement ont une coopération fructueuse. La BID intervient presque dans tous les domaines de développement, de l'accès à l'énergie aux infrastructures routières en passant par la santé ou encore l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons en cours d'exécution 29 projets pour un montant total de 1,5 milliard de dollars, soit environ 866 milliards de francs CFA. Bon, ces projets sont en grande partie dans le secteur de l'énergie. Dans le secteur de l'énergie où les interventions visent à réaliser l'interconnexion entre le Sénégal et la Mauritanie. La BID intervient aussi dans la construction de routes, notamment la VDN. Bon, la première section a déjà été réalisée. Il y a aussi les routes régionales, par exemple la route Dialokoto-Mako, en même temps aussi d'autres projets de route pour désenclaver le pays et favoriser l'intégration sous-régionale. Dans le cadre du financement du plan Sénégal émergent, la BID avait aussi pris des engagements. On était à 647 milliards de concrétisation et si on y ajoute le financement du train express régional d'un montant de 197 milliards de francs CFA, on se rend compte que la BID a largement dépassé son engagement. C'est la première fois que la banque approuve un tel montant pour un pays africain au sud du Sahara. Donc c'est un projet phare, un projet très important. Ceci vient en complément déjà du financement de la BID pour l'AIBD. Le dynamisme de ce compagnonnage semble être freiné par un faible taux de décaissement. Il est à moins de 20%. Parce que 19%, c'est encore faible par rapport aux ambitions du Monsieur le Président de la République et de l'ensemble du gouvernement du Sénégal. Ça veut dire que véritablement par rapport aux capacités, aux potentialités, le pays mobilise qu'une infime partie, un cinquième, n'est-ce pas, du montant. Ça veut dire que donc la réalisation du projet ciblé risque d'être effectivement compromise. La double procédure de chaque côté pour assurer un suivi des projets, les conditions de mise en vigueur sont entre autres les causes de ce faible taux de décaissement. Il s'ajoute que pour décaisser, l'une des deux parties devra faire appel. Et cela suppose en général, ou bien se fait en fonction du degré d'avancement du projet à financer. Bon, il faut dire également que le décaissement peut faire l'objet également de conventions qui accompagnent effectivement le prêt pour décrire les modalités, les procédures, en tout cas les conditions dans lesquelles les fonds seront successivement décaissés en fonction du degré d'avancement du projet. Mais il peut arriver effectivement que parfois, par rapport aux promesses de prêt, le montant global finalement mobilisé reste relativement en deçà, et parfois même bien en deçà du montant en tout cas qui était visé. Et en ce moment-là, on peut considérer que le taux de décaissement effectivement faible aura des impacts négatifs sur la réalisation du projet. Certes, l'âge moyen des projets est à plus de 2 ans et demi. La revue de la coopération entre le Sénégal et la Banque islamique de développement va passer de 12 à 3 mois pour plus d'efficacité. C'est le sens de la principale recommandation qu'on a tirée à l'issue de cette revue, que dorénavant, au-delà de la revue annuelle,
que les deux parties, le Sénégal et la représentation résidente de la BID, se retrouvent tous les 3 mois pour assurer un suivi plus rapproché de ce portefeuille. Et la première revue trimestrielle aura lieu au mois de novembre 2016. Un programme 2016-2018 regroupant tous les projets entre les deux parties a aussi été élaboré. Il intègre certains axes du plan Sénégal émergent, comme celui du changement structurel de l'économie, mais aussi le renforcement du capital humain. De l'économie, nous passons au spirituel. Ce soir, dans la série Couleurs du Sénégal, nous allons à la découverte de la mosquée de Kobulo dans la région de Matam, construite en 1776 par le premier almami du Fouta, Abdul Hadir Khan. L'édifice est un legs important pour les descendants de ce guide religieux qui a été un des instigateurs de la révolution Torodo Mokalsom Sall. Kobulo, cette petite bourgade du département de Matam, a accueilli vers les années 1770 le guide religieux Abdul Hadir Khan. Dans cette localité, il a construit avec ses condisciples la première mosquée du Fouta. La mosquée a été construite en 1776 par Almami Abdul Kader Khan, qui fut le premier Almami du Fouta. Donc c'est la première du Fouta et celle de Sénopalil. Il a construit également 33 mosquées dans le Fouta, donc celle-là est la première, d'ailleurs qui est actuellement classée, patrimoine classé, cathédrale nationale classée. Cette bâtisse faite en banco et en bois défie le temps et constitue un patrimoine pour tous les Foutanké, un témoin de l'histoire qui accueille des visiteurs tout au long de l'année. C'est un lieu important pour nous et d'après nos savants et d'autres, toute personne qui est présente, qui a fait ses prières et demandé Dieu, et alors Dieu accorde. Parce qu'il y a eu, par exemple, ici, nous avons ici 99 saints qui s'est couché ici à Kobulo. Donc ces saints sont passés tout de suite dans cette mosquée. Voilà. C'est pourquoi c'est important pour nous. Abdul Hadir Khan fut le premier almami du Fouta, un titre instauré après la révolution Torodo qui a mis fin au règne des Denyankobe. L'almami prône un islam basé sur la charia, l'égalité et le respect de la dignité humaine. Almami Abdul, avec ses condisciples, il a fait ses études à Pire, sont au nombre de 12, et c'est à Pire, avec Suleiman Bal, qu'ils ont construit un parti qu'on appelle les partis Torodo. Parce qu'à l'époque, ce sont les Denyanké qui sont là, c'était la raison des plus forts. Donc eux, leur objectif, c'était d'abord de restaurer la paix, la sécurité dans le Fouta, et également instaurer la charia islamique. C'était ça l'objectif. L'almami Abdul Hadir Khan repose à Gouriki, un autre village du département de Kanel. Ses descendants souhaitent la sauvegarde de l'authenticité de cette mosquée bicentenaire léguée à la postérité. Ils en appellent à l'aide des pouvoirs publics. Après donc ce coup de projecteur sur la première mosquée du Fouta, direction un autre lieu de culte, la grande mosquée de Diourbel, symbole de l'œuvre et du passage de Cheikh Ahmadou Bamba dans cette partie du Baol. Les travaux ont duré 6 ans, 1918-1924, sous la supervision du vénéré Cheikh, fondateur du mouridisme, qui avait confié les travaux à Cheikh Issa Diène. Cheikh Bamba Gueye. Elle s'impose presque devant tout le décor du périmètre, la grande mosquée de Diourbel. C'est l'image forte, l'emblème ou même la carte postale de Diourbel. Ce haut lieu du mouridisme dans le Baol est plein de sens et de significations. C'est la première mosquée construite par Serigne Touba. Le terrain était un champ de manioc qui appartenait à un riche producteur du nom de Maysa Ndiaye qui par la suite l'a vendu à Serigne Touba. Serigne Touba moo rëdd jumaa ji ci tànkam bu tedd ba biñ demee nag di natt ak gas ba 1918 la 11 mars 1918
La grande mosquée de Diourbel est symbolique à plus d'un titre. C'est Serigne Touba qui a posé la première pierre en 1918. Et à la fin des travaux, c'est lui-même qui l'a inauguré en 1924. C'est 6 ans de travaux, dont l'essentiel, ou presque, a été confié à Cheikh Issa Diène. C'est une mosquée très importante. Ici, Cheikh Ahmadou Bamba y a dirigé les prières de Tabaski et de Korité. Outre sa vocation première, la grande mosquée de Diourbel est aussi un lieu de destination privilégié pour le tourisme religieux. Son architecture ressemble un peu à celle des autres construites en Turquie sous l'Empire ottoman. Elle a également sa réplique à Hambourg construite récemment. Aujourd'hui, c'est jour de vendredi et c'est déjà plein avant 13h30. jenn jumaa la ci àddina amul feneen jenn jumaa képp la ci àddina booleeg nag jamono yooyee ni jumaa ji mel rafetaayam bii nga xaye moom la rafet. La mosquée impressionne de par sa beauté. ni mu jafee te booba biir këram gi. Elle représente la vision qu'avait le cheikh déjà à l'époque. Imaginer un tel chef-d'œuvre, c'était pas évident. ndax saa suñu koy yeesalaat itam. Comme vous le voyez, les gens viennent de partout pour la visiter. À Diourbel, conscient de cet héritage important mais aussi exaltant, des bonnes volontés se sont regroupées en daïra. Elles ont pris en charge l'eau, l'électricité et tout l'entretien de la grande mosquée. Ainsi, ce legs participe au rayonnement de la ville et partant de toute une région. La série de reportages sur les sites historiques et culturels du Sénégal intitulée Couleurs du Sénégal se poursuit demain et c'est dans le cadre des carnets de vacances que vous propose la rédaction du journal télévisé. L'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement en collaboration avec le musée de la femme Henriette Bathily organise la 5e édition du concours littéraire Don Quichotte et les femmes africaines. Étudiants et lycéens sont invités à participer à cet exercice de réflexion et de créativité sur les femmes africaines. Fatimata Banelba. Stimuler la créativité littéraire, promouvoir l'intérêt pour Miguel Cervantes et son œuvre, dont Don Quichotte, et célébrer le 4e centenaire de son décès. Voilà pourquoi l'ambassade d'Espagne au Sénégal a initié le 5e concours littéraire Don Quichotte et les femmes africaines. C'est aussi un livre de valeurs universelles, de valeurs qui peuvent se comprendre dans n'importe quelle culture, mais surtout dans la culture, disons, du Sénégal, dans laquelle on peut trouver de nombreux exemples de lutte, d'avance et de progrès par l'action des femmes qui peuvent être célèbres ou anonymes, mais qui ont fait progresser les pays, aussi qu'en Espagne. L'ambassade d'Espagne et le musée de la femme Henriette Bathily invitent les participants à s'inspirer du livre et des idéaux qui y sont incarnés. On voulait juste insister dans ces idéaux universels de justice, de liberté, de défense de la classe moins favorisée et abandonnée qui sont aussi traduits dans le Quijote. Seulement ceux qui viennent des pays hispanophones ne peuvent pas participer. Il y aura 2 catégories donc, des étudiants de l'université et des étudiants lycéens. Les étudiants doivent montrer accrédités avec une documentation qui appartient soit au lycée, soit à l'université. Ils peuvent écrire bien sûr sous les thèmes El Quijote et la femme africaine. Donc appliquer les valeurs du Quijote à la femme africaine et ce qu'elle symbolise pour eux. Et le texte peut être écrit en prose ou verso, mais il ne devra jamais dépasser les 1000 mots. Sur ça, on est assez strict. Les travaux peuvent être présentés aussi en espagnol ou en français. Le Sénégal fait partie des 10 premiers pays où il y a le plus d'étudiants en espagnol. Et ce genre d'initiative pourrait bien booster cette langue. L'actualité internationale nous mène au Brésil. Le Sénat a démarré ses travaux pour statuer sur le sort qui sera réservé à Dilma Rousseff, accusée d'avoir maquillé les comptes publics. Seydina Lunfala.
Le Sénat brésilien a donné ce jeudi le coup d'envoi au dernier acte du jugement en destitution de la présidente Dilma Rousseff. La séance plénière des 81 sénateurs décidera si Rousseff, âgé de 68 ans, doit ou non quitter la présidence pour avoir maquillé le compte public et signé des décrets engageant des dépenses sans l'accord du Parlement. Le vote final tombera au plus tard le 31 août d'après le calendrier prévu. Des 81 sénateurs jugeant Dilma Rousseff, plus de la moitié sont soupçonnés de corruption ou font l'objet d'une enquête. La destitution de la première femme à la tête du Brésil mettrait fin à 13 ans de gouvernement du Parti des travailleurs fondé par Lula da Silva. C'est le vice-président de Dilma Rousseff, Michel Temer, qui assure l'intérim et qui la remplacera jusqu'à la fin de son mandat en 2018 si elle est destituée. La dirigeante dénonce un coup d'État parlementaire orchestré par Temer. Si elle est destituée, Rousseff ne pourra plus occuper ses fonctions publiques pendant 8 ans. Sa défense soutient qu'il n'y a pas de preuves concrètes pour la condamner et que tous ses prédécesseurs ont eu recours à ses pédales budgétaires. Affaire à suivre donc, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Donner la volonté de franchir toutes ces étapes en faisant preuve d'esprit de sacrifice. Je vous exhorte à plus d'abnégation, de courage pour surmonter tous les obstacles qui se dresseront sur votre chemin. Votre parcours et vos résultats sont exemplaires. Vous méritez d'être célébrés. À ces félicitations, j'associe vos parents, vos familles et vos professeurs. Devant amis, parents et autorités, les récipiendaires ont signé le contrat d'engagement, d'un retour au bercail après les études pour participer au développement socio-économique du pays. C'est donc l'édition 2016-2017 des bourses d'excellence. 8 fermes du Papège ont été inaugurées ce mois par le ministère de la Jeunesse. Des centaines de millions d'investissements et des opportunités pour beaucoup de jeunes qui ne s'aventurent plus à prendre l'océan pour rallier l'Europe, comme ce fut le cas à Sarébidi et Djanaba. Ibrahim Mandonga. Les fermes vitrines se dévoilent de plus en plus. Depuis le début de la caravane de cette édition, 8 fermes du Papège ont été inaugurées, comme ici à Sarebo-Carcelou, dans la commune de Sarébidi. Une promesse du chef de l'État, aujourd'hui concrétisée. On accueille très bien cette ferme et tout ce que le Papège est en train de faire dans la zone. Parce qu'il n'y a pas un an de cela, un des villages juste derrière ici, on a perdu un jeune de moins de 20 ans en Libye, qui est décédé dans l'océan en voulant traverser pour aller en Italie. Donc c'est le énième jeune qu'on a perdu sur la route de l'aventure. Et aujourd'hui, je crois qu'avec ces aménagements, on pourra effectivement retenir ces jeunes-là. La fiche synoptique renseigne à suffisance sur la nature de la ferme. Nous avons investi 60 millions de francs CFA. Actuellement, nous avons sélectionné 20 bénéficiaires qui font 12 jeunes et 8 femmes qui vont cultiver durant toute l'année. Donc l'objectif, c'est de leur donner un emploi durable et décent. Et ils pourront tirer un revenu mensuel de 100 000 francs chacun. Une délibération de 12 hectares a été faite par les autorités locales, mais pour un début, seuls les 7 hectares sont pour le moment exploités. Vraiment, nous sommes très contents de cette ferme-là parce qu'on a vu beaucoup de choses qu'on n'a jamais vues et on est très avancé dans cette ferme-là parce qu'on a eu des jeunes qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on devrait faire. Mais actuellement, on est en train de travailler et on est en train de faire beaucoup de boulot dans cette ferme. Je rappelle que tout ceci rentre dans le cadre du package que le président de la République avait promis à la région de Kolda durant le Conseil des ministres décentralisé. Chaque ministère avait sa part de réalisation. Nous, en ce qui nous concernait, le président s'était engagé à ce que le Papège effectue des investissements ici et soutienne les jeunes à travers des financements propres et des réalisations de fermes. À Djanaba, dans la région de Sédhiou, le ministre de la Jeunesse est aussi venu pour le même exercice.
encore inauguré. Nous remercions ce projet, le projet du chef de l'État, et dans son plan Sénégal émergent. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur la RTS, 20h, le journal. Voici les titres. Île Maurice au Sénégal, de nouveaux partenariats en vue. Le Premier ministre adjoint de ce pays de l'océan Indien est à Dakar pour un renforcement de la coopération. Il a été reçu par le président Macky Sall avant de visiter le port urbain de Diamniadio et l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Et puis ce soir, coup de projecteur sur le travail de ces ambulants, pas comme les autres avec des chariots. Ils vendent des pièces détachées pour automobiles dans les rues de Dakar. Ils se sont fait une place au soleil. C'est le reportage du jour à suivre dans cette édition. La Banque islamique de développement dans le PSE, c'est déjà 850 milliards dans l'escarcelle. Ce soir, dans la rubrique économie, nous ouvrons le portefeuille des projets en le Sénégal et la vide après plus de 4 décennies de coopération. Couleur du Sénégal, la série se poursuit ce soir. 2 lieux de culte sont à la une. Une des plus anciennes mosquées du Fouta, Kobilo, et la grande mosquée de Diourbel, passage obligé avant de rallier la ville sainte de Touba. L'édifice garde encore ses secrets et a été construit sous la supervision de Cheikh Ahmadou Bamba. Bienvenue à tous. Le président de la République a reçu cet après-midi en audience le Premier ministre adjoint de l'île Maurice, Charles Gaëtan Xavier Luc Duval, aussi en charge le tourisme et les communications extérieures. Il a conduit une délégation pour renforcer les liens économiques entre le Sénégal et l'île Maurice et booster également les échanges entre les secteurs privés des deux pays. La création d'une liaison aérienne directe entre l'île Maurice et l'Afrique de l'Ouest est aussi envisagée. Voici le Premier ministre adjoint à sa sortie d'audience. Je suis ici avec une délégation du gouvernement mauricien. Le but principal est de renforcer les relations entre les deux pays, les relations d'amitié, les relations historiques et bien sûr les liens économiques. Et nous avons plusieurs sujets de discussion qui progressent très bien, particulièrement la coopération économique au niveau de la zone économique spéciale. Et nous voulons là que les entreprises mauriciennes et le secteur privé du Sénégal, le gouvernement sénégalais puissent collaborer à ce que ce soit vraiment se développe aussi rapidement que possible. Et nous pensons qu'il y a d'énormes possibilités dans ce secteur-là. Je suis aussi responsable du tourisme. Et le pays est très beau et j'espère donc pouvoir encourager mes compatriotes à non seulement venir ici en vacances, mais aussi, pourquoi pas, investir dans ce secteur et aider à son développement. Nous espérons là encourager les entreprises de textile, par exemple, mauriciens, qui voudraient s'implanter ici pour exporter chez l'Europe, la région et l'Amérique. Donc là, c'est un vrai dossier que nous pouvons travailler. Mais il y a aussi d'autres façons de collaborer. Nous avons développé une certaine connaissance dans les centres d'appel, par exemple. Et là, il y a une possibilité. Ça emploie beaucoup de gens dans des conditions qui sont excellentes. Et pourquoi pas donc encourager aussi les centres d'appel mauriciens à s'implanter ici. Mais comme ça, il y a beaucoup d'autres exemples. Le grand problème reste la connectivité. Et surtout la connectivité aérienne. Et là, bien sûr, à Maurice, nous pensons qu'il est temps que nous ayons une connexion directe entre chez nous, l'île Maurice, et l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous cherchons, bien sûr, et nous espérons un jour pouvoir encourager les transporteurs aériens à créer cette liaison. Le vice-premier ministre mauricien au Sénégal, donc, pour explorer les possibilités de partenariat avec notre pays. Il s'est rendu au pôle urbain de... Et nous avons beaucoup applaudi lorsque Djanaba a vraiment bénéficié de cette ferme agricole de 12 hectares. Mais comme nous sommes ambitieux, la commune quand même a délibéré 25 hectares. Bravo. Nous aurions souhaité quand même que tous ces 25 hectares soient bien emblavés. Et hormis cette ferme agricole, nous souhaiterons encore avoir une ferme avicole. C'est une ferme agricole de 12 hectares qui emploie 40 jeunes qui vont gagner durablement leur vie ici à moins de 150 000 francs de revenus mensuels. Grâce à ces réalisations, beaucoup de jeunes seront fixés dans leur localité et gagner leur vie.
La situation des jeunes était très difficile parce que dans notre population, on a perdu beaucoup de jeunes sur la voie de l'immigration. Parce que d'autres qui s'enfoncent dans la mer, ils ne reviennent pas, on ne les voit jamais. Depuis qu'on a eu la ferme ici, depuis que l'État a créé des projets pour l'insertion des jeunes, vraiment ça a beaucoup sauvé les jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui avaient l'ambition de quitter et partir, mais depuis qu'on les a pris ici, vraiment ils ont l'esprit tranquille. Dans cette commune, le financement des jeunes est aussi une réalité. Le jeune Moussa Konté en est la parfaite illustration. Il a reçu 4 700 000 francs du PAPEJ pour son projet. J'étais à l'université, mais je suis nécessaire de revenir dans mon terroir pour vraiment investir sur l'agriculture et faire de l'embauche bovine. Donc cette embauche bovine, pourquoi je le fais? J'ai cru à l'ANPEJ, j'ai cru au PAPEJ, j'ai cru à mon ministre, le ministre de la Jeunesse, Mambagnan. Donc j'ai cru au projet de Macky Sall, au projet, n'est-ce pas, du développement de Macky Sall. J'ai cru au plan, n'est-ce pas, au plan Sénégal émergent, raison pour laquelle je me suis dit, donc je m'investis sur l'agriculture. Pourquoi? Parce que Macky est en train d'investir, Macky est en train de faire des actes, n'est-ce pas, républicains dans le terroir, raison pour laquelle j'ai dit je vais faire de l'embauche bovine dans mon terroir. À l'image de Moussa Konté, d'autres jeunes ont aussi reçu leur financement. Pendant ce temps, les inaugurations des fermes se poursuivent au profit des jeunes de la localité. Les ateliers de partage du document de politique foncière organisés par la Commission nationale de réforme foncière ont été bouclés ce jeudi par une rencontre avec la société civile. Pour les acteurs, ce document devrait permettre de trouver des solutions aux problèmes liés au foncier, à la sécurisation des exploitations familiales, entre autres. Aminata Mbengfal. Pour cette dernière rencontre de partage du document de politique foncière, la société civile était à l'honneur. La Commission nationale de réforme foncière a échangé avec les acteurs, l'objectif étant de trouver un consensus sur une nouvelle politique foncière adaptée aux exigences actuelles. La meilleure garantie, c'est de faire participer les citoyens sénégalais. Il y a en eux un jugement de compétences, de bon sens, de valeurs qu'il faut. Et la société civile, ce sont des gens qui travaillent depuis plus de 50 ans sur ces questions. Donc on ne peut pas faire l'impasse sur leur expérience. On a intégré ça. Les animateurs fonciers qui ont travaillé avec nous pour contribuer à donner la conscience foncière aux masses, c'est la société civile qui nous les a donnés. Donc, et nous ne l'avons pas regretté. Parce que maintenant, vous pouvez discuter avec n'importe quel paysan, il vous dira, voilà, permis d'habiter, bail, etc. Il manipule ces concepts. Et ça, c'est important. Pour les acteurs de la société civile, ce document doit non seulement apporter des solutions aux conflits liés au foncier, mais également garantir la sécurité des exploitations familiales. Nos attentes, c'est effectivement que ce document soit un document phare dans le cadre et qui sous-tendra la politique économique du Sénégal. Et je crois que déjà les prémices sont là, les éléments sont là dans le premier draft que nous avons, en tout cas le troisième draft. Et l'autre aspect, ce que nous attendons de ce document, c'est que ça soit un document de conciliation, de résolution des conflits sociaux qui sont issus des problèmes fonciers du Sénégal. On veut aussi que ce document aille vraiment vers la sécurisation des exploitations familiales, vers un objectif précis, assurer la souveraineté alimentaire de ce pays-là. Ce document-là ne permet pas une marchandisation des terres, comme le président l'a dit, qu'on ne se retrouve pas au même cas qu'au Zimbabwe. Donc si le document arrive à respecter ces normes, ça veut dire qu'aujourd'hui l'agriculture pourra servir de levier pour notre développement. Au terme de cet atelier, des recommandations seront formulées par les acteurs de la société civile et le document final sera soumis au président de la République pour validation. Les populations de Han toujours sous le choc après le rappel à Dieu de 9 jeunes. Les condoléances se poursuivent et c'est le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance qui a effectué le déplacement auprès des 7 familles des victimes. Au-delà des prières formulées, le ministre a exprimé sa compassion et apporté le soutien de l'État à Bassaoua. À Anne Ferraille et à Anne Marigot, les familles sont toujours sous le choc après la disparition amère de 9 jeunes. Une douleur que les familles ont partagée avec le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, qui, en effectuant ce déplacement, est venu formuler des prières pour ces victimes.
C'est dans cet élan de solidarité que son Excellence le Président de la République nous a demandé, à travers le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, de venir auprès des familles, de leur manifester cette compassion, que nous partageons cette douleur, mais venir auprès d'eux pour apporter notre appui, tant soit peu, symbolique qu'il soit, pour leur dire que nous partageons encore une fois ce malheur et nous les appuyons modestement pour qu'ils puissent prendre en charge tous les besoins nécessaires. Des familles touchées par la perte réconfortées par le déplacement du ministre et sa délégation, ils ne sont pas venus les mains vides à ces différentes rencontres. Des enveloppes allant de 500 à 1 million de francs CFA ont été remises aux familles. Donc c'est ça qui nous a amenés à Anne Ferraille, visiter les familles Bas d'abord, où il y a 2 frères, et la famille Diop. Ensuite, nous nous sommes rendus à Anne Marigot, visiter la famille Lach, et à Anne Pêcheur, visiter la famille Tambédou, la famille Ndiaye et la famille Fall. Vraiment, nous partageons cette douleur et nous prions pour que le bon Dieu les accueille en son paradis. Des prières ont été formulées partout avant de quitter cette zone de pêcheurs. Le ministre n'a pas manqué de sensibiliser ses familles sur les drames de la mer. Combien sont-elles les associations de personnes âgées au Sénégal? Quel Diamniadio et à l'aéroport international Blaise Diagne. Xavier-Luc Duval s'est dit émerveillé par la qualité des infrastructures dans ces zones économiques. Les pourparlers avec l'île Maurice avaient démarré il y a plus d'1 an pour inviter ce pays à investir au niveau du pôle urbain de Diamniadio. Aujourd'hui, le vice-ministre mauricien est venu constater de visu les possibilités de partenariat avec le Sénégal. Je tiens à féliciter le gouvernement pour tout ce qui est fait ici, pour la conception, la vision, mais aussi la qualité des travaux. Moi, j'ai aucun doute que cette nouvelle ville qui est en devenir sera un grand succès et qu'elle amènera toute la prospérité et développement que Dakar souhaite. En tout cas, l'île Maurice est prête pour collaborer à tous les niveaux pour la réalisation de ce projet, dépendant bien sûr de la volonté du gouvernement du Sénégal. Sur fonds propres, l'État a déjà réalisé la première phase de ce parc industriel de Diamniadio et il attend d'autres investissements privés. Les 4 hangars industriels sont finis, il reste juste aujourd'hui à ce qu'on finisse les aménagements de parking pour ouvrir en tout cas ce projet aux industries. Et certainement au mois de septembre, on va faire passer la nouvelle loi sur les zones économiques spéciales pour que les investisseurs privés qui doivent venir puissent avoir une idée exacte du package qui les attend. Déjà, je dois vous dire que nous avons aujourd'hui une vingtaine de demandes d'entreprises étrangères et d'entreprises locales qui veulent être sur ce parc industriel. Autre étape de cette visite du vice-premier ministre mauricien à l'aéroport international Blaise Diagne. Il s'est dit émerveillé par la qualité des travaux dans ces zones économiques à devenir. 39 des meilleurs élèves des lycées de Dakar et de Thiès vont poursuivre leurs études en France. La cérémonie de signature des contrats d'engagement a eu lieu cet après-midi sous la présence effective du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Fatou Diouf. Sur 136 demandes de bourse à l'étranger, 39 ont été retenus. Ils sont donc les meilleurs élèves des établissements scolaires du Sénégal, avec des moyennes de 17. Mention très bien ou bien au baccalauréat, une distinction au concours général, un sacre qui mérite d'être primé. Cette bourse, c'est comme une récompense. C'est aussi un honneur pour nos parents. Et ça nous donne de l'ambition. Ça nous donne de l'abnégation pour qu'on puisse avoir de l'abnégation, étudier et revenir dans notre pays pour investir, pour que le Sénégal puisse devenir un pays émergent. C'est une bonne initiative, je suis très content du gouvernement parce qu'il doit aider les élèves, les encourager, et les mettre dans de bonnes conditions pour pouvoir espérer à l'avenir que le Sénégal se développe. Parmi ces 39 récipiendaires, 7 proviennent de la diaspora. Ils vont ainsi continuer leurs études dans les meilleurs établissements en France. Ils sont invités à s'armer de courage et d'abnégation afin de réussir leur cursus scolaire. Chers récipiendaires,
je vous prie de recevoir mes chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux ardents d'une poursuite réussie de vos études. Au cours de vos années de scolarité accomplies, vous avez dû nourrir beaucoup d'ambition, ce qui vous a sans nul doute